Panel ce soir avec Hélène Buzetti, Émilie Nicolas, Michel Cauger. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On commence avec la grosse nouvelle, le stade olympique qui va avoir un toit. Alors, on a tout expliqué tantôt, un toit fixe, une verrière, un nanotechnique qui va être différent, qui va tenir le coup, semble-t-il, et répondre à toutes les normes aussi. Ma première question, est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Parce que pendant un certain temps, on se disait, on continue à mettre de l'argent là-dedans ou on laisse aller ou même on détruit. Tour de table d'abord, Michel. C'est la bonne solution dans la catégorie on est pogné avec. On n'a pas le choix, ce stade-là est là et probablement que ça va régler une partie du problème. Le seul ennui, c'est que ça va régler seulement une partie du problème. Si on veut avoir, par exemple, des concerts, le gouvernement en a beaucoup parlé des concerts, il faut régler le problème d'acoustique du stade. Ça reste un endroit en béton, une grosse caverne en béton, le stade, avec un toit. Alors, la dernière fois qu'il y a eu un grand concert, c'était Metallica. Les gens voulaient se faire rembourser des billets. Alors, il y a un gros problème. Puis, l'acoustique, ça se règle pas avec des équations mathématiques. Là. C'est un art, c'est pas une science. Mm-hmm. Alors, il va falloir être sûr que ça marche après. Oui. Et ça... c'est un autre montant, c'est un autre investissement aussi. C'est un autre investissement. On dit qu'il va y avoir une membrane. Bon, d'accord. Mais ça, c'est ça qui va déterminer pas mal l'avenir du stade olympique ou pas. Parce que sinon, bien franchement, il n'y aura pas de Taylor Swift si l'acoustique n'est pas bonne. Là. Alors, et le stade, de toute façon, fermé comme il est là, va perdre beaucoup de sa vocation sportive. Donc, il va devenir plus une salle de grand spectacle. Il faut penser à ça beaucoup. Puis il y a toutes sortes d'autres choses. Tu sais, les bancs de plastique bleu et jaune qui datent de 1976, là, ça ne fait pas très expérience client, mettons ça comme ça. Donc, il va y avoir d'autres dépenses à faire. Émilie? C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres dépenses à faire. Puis je pense que Michel vient de faire un bon tour des choses qui sont sur la liste des gens. Je peut-être juste dire que la question des grands concerts, c'est pas juste une question de « Ah, ça serait le fun qu'il y ait plus de concerts », c'est qu'on le voit depuis la fin de la pandémie, les méga-événements, la manière dont les tournées se font, puis peut-être les exemples les plus connus sont ceux de Beyoncé, de Taylor Swift. On s'en va vers un autre modèle d'affaires au niveau des concerts où des artistes internationaux vendent vraiment une expérience comme si c'était une expérience touristique. C'est le plan d'un été aller dans un concert. Les prix des billets ont beaucoup augmenté aussi. Donc, les gens partent en pèlerinage pratiquement à Toronto ces dernières années pour aller voir certains concerts. Donc, ça, c'est un phénomène culturel qui est assez nouveau et puis auquel il faut que les infrastructures montréalaises soient adaptées parce que sinon, si Vancouver, qui est plus petit, réussit à attirer plus d'artistes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ceci étant dit, je ne suis pas ingénieure, je ne vais pas faire semblant d'être ingénieure. La seule chose que je vais dire, c'est que tout ce qui touche au stade olympique est affecté par le trauma collectif autour du stade olympique depuis les années 70. Et c'est ce qui fait que n'importe quelle information à propos du stade olympique est accueillie avec beaucoup de lourdeur, beaucoup de scepticisme, beaucoup de « oui, mais il y a tel autre problème. Oui, mais est-ce que cette fois-ci, on peut faire confiance à l'information qu'on nous donne? » Et je pense que politiquement, c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. La grosseur de la nouvelle, c'est pas seulement l'investissement qui est fait, mais c'est l'investissement qui est fait encore et les souvenirs que ça réveille. Oui. Et je pense que c'est beaucoup ça qui se passe politiquement. Le choc post-traumatique, là, qui Exactement. Hélène? Je vais faire un peu d'ironie, mais devant un prix qui a triplé, voire presque quadruplé par rapport à la prévision de 2017. On nous disait 250 millions, maintenant c'est 870 millions. Je me dis, mais mon Dieu, mais pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas appelé la Caisse de dépôt à la rescousse, comme dans le cas du tramway de Québec? Un petit REM, là, finalement, oui. Bon, évidemment, je blague, mais je constate quand même que devant le dépassement de coûts, il y a des dépassements de coûts qui nous semblent plus acceptables que d'autres là, du côté de la CAQ. Le transport collectif semble toujours être le mal-aimé. Mais je suis assez d'accord avec ce que mes deux collègues ont dit, puis j'aimerais rebondir sur ce qu'Émilie vient de dire. Le concept de « c'est notre mal-aimé ». On l'aime mal, ce stade-là, alors qu'il pourrait être quelque chose de mieux, d'attirant. Et il faut quand même pas oublier que c'est une icône architecturale. C'est un peu la signature visuelle de Montréal. Ça serait un peu dommage de mettre la dynamite dedans quand même, mais effectivement, à cause de ce traumatisme collectif que nous avons vécu, de coups et de ratage après ratage, on a de la difficulté à accepter ça facilement, mais ça m'apparaît quand même une décision qui se défend très bien. Oui, mais la vraie question derrière, la première question, c'est
Est-ce qu'on avait le choix? Voici là-dessus, Mme Proulx, on l'écoute. Mais savez-vous qu'il faudra et qu'il faudrait, pour le démolir, opérer pierre par pierre à cause des risques, non seulement pour la structure du métro de Montréal qui est sous le stade et pour tout le voisinage? Les évaluations sommaires sont de l'ordre de 2 milliards de dollars pour démolir le stade olympique. Donc, 870 millions pour faire un toit, Michel, ou 2 milliards pour laisser aller. Et ce qu'ils nous ont expliqué en point de presse, si on ne fait pas de toit fixe, on est obligé de laisser tomber et la facture elle va être encore plus salée. Oui, quand je disais on est pogné avec, c'est exactement ça. Les Anglais ont une belle expression, damned if you do, damned if you don't. Si vous le réparez, ça va vous coûter cher. Si vous voulez le démolir, ça coûte encore plus cher. Alors, on n'a vraiment pas le choix. La question, c'est maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire ce toit-là dans les coûts prévus? Et aussi, est-ce qu'on va avoir de mauvaises surprises? Parce qu'à chaque fois qu'on a travaillé sur ce stade-là, on a eu des mauvaises surprises. Alors, juste avant les fêtes, on a dit qu'on fermait le stade pour quelque temps, de faire, par exemple, des carottages dans le béton. On n'a pas eu les résultats de ça encore. Ça vient de commencer, littéralement. Alors, est-ce que... moi, je trouve que, bon, c'est une bonne idée de dire on va faire le toit. Maintenant, quel est l'état du stade? On a commencé des études là-dessus. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous donner comme diagnostic sur l'état du stade. Bon. Émilie, il a été question aussi dans le point de presse, Mme Rouleau était là, responsable de l'Est de Montréal, qui voyait une bonne nouvelle, qui disait que c'est pas juste une question de stade, c'est une question de quartier, c'est une question de relancer aussi l'Est de Montréal qui a été négligé. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est sûr qu'il y a plusieurs projets qui sont lancés en ce moment dans l'Est de Montréal. Projet Montréal a aussi annoncé au niveau de l'autoroute Notre-Dame un meilleur accès au fleuve, un verdissement de cette partie-là. Je suis en ce moment dans la nouvelle maison de Radio-Canada. Il y a l'ancienne maison Radio-Canada qu'on doit faire quelque chose avec. Donc, il y a un ensemble de projets, effectivement. Après, je pense que vraiment le dossier du stade olympique, à bien des égards, c'est un dossier vraiment non seulement montréalais, mais c'est un dossier national parce qu'avec la facture, ça touche beaucoup plus qu'un quartier. Ça touche à l'argent de tout le monde. Et donc, le trauma collectif, comme je le disais tout à l'heure, est plus large que ça. Et donc, un peu comme on reprochait à tort, à mon avis, aux gens de Montréal de se mêler du troisième lien, moi, je pense que les gens de Québec et des régions devraient aussi se mêler du stade olympique dans la mesure où c'est notre argent à tous. Alors voilà, c'est pas parce qu'on est d'un bout de la veine qu'on n'a pas le droit de se mêler de ce qui se passe de l'autre bout de la veine. Donc, je vous amène sur un autre sujet. La FAE, j'ai reçu Mme Hubert, la présidente du syndicat des enseignants, il y a un instant. On a entendu son point de presse, on a entendu la déception, en fait, on a entendu le dépit. Elle reconnaît des choses quand même. Hélène, j'aimerais... Est-ce qu'on est rendu à se dire tout ça pour ça? C'est quoi votre avis sur toute l'histoire, finalement, là, avec cette grève et tout ça? Bien, c'est sûr qu'il y a énormément d'insatisfaction et les résultats à l'arraché sont le reflet de cette insatisfaction. Mais il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il faut comprendre qu'à la FAE, on n'avait pas de fonds de grève. Donc, les grévistes ont payé de leur poche cette grève. Donc, c'est certain que quand ça vous fait aussi mal, vous avez des attentes plus élevées. Donc, peut-être que ça explique une partie. Mais il y a aussi le fait, cette adéquation, vous en avez parlé dans votre entrevue avec Mme Hubert, l'adéquation que l'on a fait entre les conditions de travail des employés et la sauvegarde de notre réseau public en général. Et je pense qu'il est là le problème, c'est cette adéquation, elle est en partie vraie, mais pas totalement vraie. La convention collective, c'est quelque chose de plus fermé, qui ne recouvre pas l'ensemble des enjeux du système de santé, du système, dans ce cas-ci, de l'éducation. Et donc, l'erreur peut-être du syndicat a été de nous faire croire qu'à l'issue de cette négo, on pourrait régler tous les problèmes de notre réseau de l'éducation. Évidemment, ce n'était pas réaliste et donc l'insatisfaction est à la hauteur de ça. Et j'ajouterais un troisième élément, et Mme Hubert y a fait référence ce matin dans sa conférence de presse. Il faut se rappeler que les membres FAE, qui étaient peut-être les plus
motivés ou en tout cas crinqués, pourrait-on dire, dans cette grève, ils représentent Montréal. Il y a des enjeux particuliers à Montréal, le système scolaire montréalais. On a parlé de l'immigration. Elle se concentre à Montréal, ça engendre des besoins pour l'insertion, etc. Donc, plus de difficultés de ce côté-là pour les enseignants et des insatisfactions par rapport aux ressources. Madame Hubert parlait aussi du patrimoine immobilier qui est plus vieux à Montréal et ça aussi, ça peut engendrer des problèmes pour ceux qui y travaillent et aussi un peu la pauvreté. Alors, tout ça fait en sorte que la situation scolaire à Montréal, elle est peut-être plus lourde, plus complexe, plus difficile et donc l'insatisfaction s'en retrouve plus élevée peut-être. Vous, Émilie, vous retenez quoi de tout ça? Parce qu'effectivement, ce qu'Hélène dit, en présentant le cœur de la négociation de cette convention collective comme étant la sauvegarde du modèle public qu'on a avec l'éducation, évidemment, elle a fait monter beaucoup les attentes, Mme Hubert. Et on se retrouve aujourd'hui avec un tas d'enseignants qui sont déçus. En même temps, je pense que de dire que ce qui se joue en ce moment, c'est l'avenir du secteur public, je pense pas que c'est inexact. Il y a une marge entre dire ça et penser qu'une négociation de convention collective peut tout régler. Ceci dit, il est vrai, avec la pandémie qu'on a vécue, avec la pénurie de profs qu'on enseigne en ce moment, que la plupart des gens qui ont soutenu le mouvement syndical, le mouvement de grève, les parents qui ont soutenu le mouvement de grève, malgré les inconvénients durs, c'était parce qu'on a tous un sentiment qu'il y a quelque chose qui se joue dans le système d'éducation québécois. Et si les profs ne sont pas heureux dans leurs conditions de travail, on risque d'aggraver la pénurie, on risque d'avoir encore ces taux de rétention-là qui sont problématiques. Et je pense que d'avoir nommé que l'avenir du système d'éducation est en jeu, ce n'est pas dire que c'est, en fait, on va tout régler demain matin. Je pense que cette nuance-là, par contre, souvent dans l'émotion, a dû se perdre. Et je pense que bien d'autres raisons pour lesquelles les professeurs, les enseignants, membres de la FAE sont déçus, surtout avec le fait que les conditions de travail, la composition des classes, l'aide qu'ils vont recevoir lorsqu'ils ont beaucoup d'étudiants en difficulté n'a pas tant augmenté que ça, même s'il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. Je pense que ça laisse les gens amers, puisqu'il y a tellement d'efforts qui ont été faits, de sacrifices financiers notamment qui ont été faits de la part des professeurs dans les dernières semaines. Plusieurs payes, hein, vraiment, absolument. Où il y avait un gros zéro là, et dessus, les profs n'ont pas nécessairement énormément de marge de manœuvre. C'est vraiment un gros sacrifice politique qui a été fait dans les dernières semaines. Michel, la façon dont ça se conclut finalement, alors elle a passé l'entente, d'accord, mais elle a passé avec une tellement faible majorité, avec des gens qui parfois sont très démobilisés. Ça a quel impact maintenant pour le ministre de l'Éducation, M. Drainville? Le problème de cette négociation-là, c'est que le gouvernement n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait et les syndiqués n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Les deux objectifs stratégiques n'ont pas été remplis. Et tout le monde est mécontent à la fin. Le gouvernement disait qu'il faut de la flexibilité. Il le disait pour la santé, mais il le disait aussi pour l'éducation. Il n'y a rien obtenu de ce côté-là. Les enseignants, à un moment donné, sont partis en grève générale illimitée, dans le cas de la FAE, font une grève sans rien. Ne croyant pas, je suis certain qu'elle allait passer un mois dehors. À la fin, bon, oui, ils obtiennent de bonnes augmentations de salaire, mais en même temps, les syndiqués disent, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'éducation. Pour nous, ce qui était important, c'était la tâche, c'était nos conditions de travail. Et ça n'est pas réglé. Puis on voit le mécontentement dans le résultat des votes d'acceptation. Alors, pour le ministre, ça veut dire que ça va être très difficile à refaire les ponts avec les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui vont rentrer là très amers quand ils vont venir. Oui, quand on disait, Hélène, on voulait rendre ça plus attrayant, aller travailler à l'école publique parce qu'on a un problème de recrutement. Est-ce qu'il y a de quoi attirer de la relève maintenant, en terminant? Je ne me prononcerai pas sur comment se sentent les futurs enseignants face à ça, mais c'est sûr qu'en ce moment même, il y a beaucoup d'acrimonie. Et pour les réformes annoncées, les réformes de Drainville, etc., bien, ça va être plus difficile à mettre en œuvre quand vous avez plein de personnes qui ont, passez-moi l'expression, une crotte sur le cœur. Oui, alors voilà, donc des temps pas nécessairement faciles. On verra, parce que là, on a entendu Madame Hubert, mais reste à entendre maintenant le ministre de l'Éducation. Comment il compte, lui, maintenant, redresser les ponts? Émilie, vous auriez quoi à lui suggérer en 20 secondes?
Ah, bien, c'est que la question des conditions de travail, il y a plein de manières dont le ministre peut faire des changements dans le système scolaire sans que ça passe par les conventions collectives. Donc, ça va être à lui de faire des annonces. Sinon, c'est les partis de l'opposition qui vont annoncer ce qu'eux ont en tête et ça va continuer à aller mal pour la CAQ. On va se laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir, Hélène, Émilie, Michel. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.